Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté Par Denis Echéouch. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine médical Santé pour tous consacré aujourd'hui à l'endométriose. Douleurs chroniques parfois insupportables, risque d'infertilité, maladie mal connue, l'endométriose est pourtant l'une des maladies gynécologiques les plus fréquentes. Si elle est de plus en plus médiatisée, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer son diagnostic et sa prise en charge. À l'occasion de la journée mondiale de l'endométriose, Santé pour tous vous propose de mieux comprendre cette maladie et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Shiraz Elfri, qui est chef de service gynécologie obstétrique à l'hôpital Mahmoud Matri à l'Ariana, le professeur Khaled Neji, qui est chef de service gynécologie obstétrique au centre de maternité Wassila Bourguiba de Tunis et past president de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique, la SDGO, et le professeur Mash'al Mourali, qui est chef de service gynécologie obstétrique à l'hôpital de Bizerte, président de l'association des gynécologues obstétriciens de Bizerte. L'actu santé. Comme chaque année, le 13 mars, c'est la journée mondiale de lutte contre l'endométriose. L'occasion d'informer le public sur l'une des maladies gynécologiques les plus fréquentes puisqu'elle concerne près d'une femme sur 10. Pourtant, bien que très fréquente, l'endométriose n'en reste pas moins une maladie méconnue. Professeur Khaled Neji, vous êtes chef de service gynécologie obstétrique au centre de maternité Wassila Bourguiba. Vous êtes le past president de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique. Quel est l'objectif d'une telle journée en fait? Merci Donia pour l'invitation, c'est toujours un grand plaisir d'être dans ton studio C'est moi pour qui vous parler remercie. aujourd'hui de l'endométriose qui est une maladie qui peut engendrer à moyen terme des complications. Donc l'intérêt d'une telle journée, celle du 13 mars, c'est de sensibiliser la population féminine, en l'occurrence, Parce que pas que. voilà, à cette pathologie qui est méconnue, qui reste méconnue, qui garde tous ses secrets, reste mystérieuse. Et on va essayer à travers cet entretien de mettre la lumière sur les points obscurs de cette pathologie. Vous disiez pas que la population féminine, parce que l'endométriose reste une maladie méconnue et parfois, rien que pour poser le diagnostic, la patiente, entre guillemets, va galérer et va traîner pendant des années. Pourquoi ? Absolument. Alors, justement, parce qu'il n'y a pas de corrélation entre les lésions de l'endométriose et la symptomatologie. C'est-à-dire D'accord. qu'autrement dit, On passe à côté. il y a beaucoup de patientes qui ont une endométriose très importante et qui n'ont pas pour autant des symptômes. Et vice-versa. Il y a des patientes qui sont très symptomatiques, qui ont très mal tout le temps, ou alors qui ont un problème d'infertilité, on va le voir tout à l'heure dans la clinique, et qui n'ont pas pour autant une endométriose très importante. Cette absence de parallélisme entre la clinique et les lésions qui font que cette pathologie n'est pas bien connue et on accuse du retard pour son diagnostic. Et pourquoi c'est un sujet qui vous tient à cœur ? Parce que si on méconnaît et on fait le diagnostic d'une endométriose tardivement, ça peut empiéter, ça peut compromettre le pronostic de ces patientes. Aussi bien sûr la qualité de vie, c'est des patientes qui sont très douloureuses, parfois ça fait très très mal. Et on a tendance à mettre ça sur le compte des douleurs normales des règles, ou alors ça peut compromettre aussi la fertilité de ces jeunes patientes. Professeur Mash'al Mourali. Juste dire que c'est une pathologie qui peut altérer la qualité de vie des patientes parce que c'est une pathologie qui donne principalement des douleurs qui peuvent avoir des manifestations variables selon l'organe qui est touché. Donc c'est une pathologie de géométrie variable et ça rend le diagnostic tellement difficile que des fois on n'y pense pas malgré des antécédents algiques de douleurs chroniques, etc. Et c'est pour ça qu'on a des patientes qui sont particulièrement gênées au quotidien, qui ont une qualité de vie qui est médiocre et c'est pour ça qu'il faudra les prendre en charge et les soulager. Professeur Shiraz Elfri, cette journée mondiale est une journée de sensibilisation, d'information, mais qui s'adresse aussi, j'imagine, aux médecins de première ligne et aux gynécologues pour faire en sorte que les patientes ne traînent plus, ne soient plus souvent dans l'attente pendant 6 à 10 ans pour avoir le bon diagnostic. Effectivement, merci Donia pour le choix de ce sujet de l'endométriose.
qui est une pathologie, on a dit qu'elle était méconnue, qu'elle était sous-diagnostiquée. Il y a parfois des femmes qui ont des douleurs, qui prennent vraiment leur mal en patience. Et ça retentit sur leur vie, sur leur travail, sur leur vie de couple. Et donc, il faut sensibiliser tout le monde, et le corps soignant, les médecins, les différents intervenants, que les patientes elles-mêmes et leur entourage, que ce soit au niveau du couple ou au niveau de la famille. D'où l'intérêt d'une journée mondiale. D'une journée mondiale de sensibilisation. Et c'est le mois de mars, en fait, qui est dédié à cette pathologie. Il y a plusieurs manifestations. Il y a soit des congrès, des journées de sensibilisation, des marches qui sont faites justement pour tout au long de ce mois. Voilà, tout au long de ce mois. Donc cette année, nous célébrons cette journée mondiale de l'endométriose, et donc on va essayer donc de parler de cette maladie et de lever un petit peu le voile donc sur les différents symptômes, et pour pouvoir faire le diagnostic à temps. À la une. Alors tout de suite, zoom sur l'endométriose. Ma première question sera pour vous, professeur Khaled Neji. Qu'est-ce que l'endométriose ? Alors, l'endométriose, c'est une pathologie, sa définition est en fait histologique. Ce n'est pas une définition clinique. Je vais vous parler de cellules et de glandes de l'endomètre. L'endomètre, c'est une couche qui est dans la cavité de l'utérus. Ces cellules-là vont, au lieu elles vont un peu se propager dans l'abdomen, dans le pelvis, de partir avec les règles. Et c'est ces greffes de cellules de l'endomètre, un peu partout sur le péritoine, sur les organes de voisinage, sur le gros intestin, qui va faire que ces lésions-là vont, à chaque cycle, vont être sollicitées par des hormones probablement. Oui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une pathologie qui garde tous ses secrets, et ces lésions-là vont faire très très mal. Normalement, vont faire très très mal. Maintenant, c'est pas une condition sine qua non. Il y a beaucoup de patientes qui ont ces lésions-là, qui n'ont pas mal, qui n'ont pas très mal, et puis il y a d'autres qui ont de toutes petites lésions et qui ont très très mal. D'accord. Par rapport à ça. C'est-à-dire, pour expliquer peut-être plus simplement à nos auditeurs, professeur Mashal Mourali, ça va être quoi ? C'est-à-dire qu'il y a de l'endomètre qui se met à se former ailleurs dans le corps, et les saignements chaque mois n'ont aucune issue vers l'extérieur du corps, c'est ça ? Effectivement, en fait, c'est ça, c'est une implantation ectopique, c'est-à-dire en dehors de la cavité. On parle simple, oui. Oui. En dehors de la cavité utérine. C'est des cellules qui, pour des raisons diverses, que ce soit qu'elles migrent à l'occasion des règles ou qu'elles passent dans le sang ou qu'elles se transforment localement, vont se transformer ou s'implanter dans différents organes en dehors de la cavité utérine pour donner bien sûr des implants endométriosiques, et ces implants vont subir l'effet des hormones. Comme pour l'endomètre, il faut savoir que pour l'endomètre normal, il va subir l'effet des hormones et avant une éventuelle grossesse se développer, et s'il n'y a pas de grossesse en fin du cycle, se désagréger pour donner les fameuses règles. Les règles, c'est une sorte d'élimination de cellules endométriosiques de la cavité endométriale. Sauf que pour ces cellules qui sont ectopiques en dehors de cette cavité, ils peuvent s'implanter dans le muscle utérin, en dehors de l'utérus, dans les organes de voisinage, les ovaires, les intestins, etc. et vont subir cet effet des hormones. Et bien sûr, ce saignement, ces cellules ne vont pas pouvoir être éliminées, vont provoquer de l'inflammation et de la douleur. Professeur Shiraz El-Fqi, j'ai entendu dire que plus rarement, ça pouvait se développer sur des organes avoisinants, comme l'a dit le professeur Mashal Mourali, mais comme la vessie ou les reins aussi. Alors oui, justement. C'est grave là. Ça peut être grave parce que c'est une maladie qui est imprévisible. Qui est imprévisible. Donc il y a l'une des théories qu'on a décrites, c'est justement la localisation de ces cellules qui étaient destinées à être de l'endomètre et qui vont être donc dans le ventre, on va dire. D'accord. Donc au contact des organes de voisinage, que ce soit la vessie, que ce soit le gros intestin, parfois les urtères, c'est-à-dire c'est le canal qui relie le rein à la vessie. Et donc là, on a dit que le maître mot était l'inflammation. C'est une maladie qui va donner cette inflammation, qui va donner des douleurs et qui va donner des accolements qui sont anormaux. Normalement, les organes, ils sont libres, et donc cette inflammation va donner ces douleurs. Et ces douleurs vont suivre la localisation donc de ces, on les appelle des îlots endométriosiques, c'est-à-dire des localisations donc un petit peu ubiquitaires. Donc ça va être au niveau de la vessie et ça va donner des douleurs
donc lorsqu'on urine, parfois des hémorragies qui vont accompagner donc les urines. Ça peut donner des douleurs au moment des règles. C'est ce qu'on appelle les dysménorrhées, mais il faut d'ores et déjà... Et parfois, il n'y a pas de symptômes, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Voilà. D'accord. Alors, Professeur Khaled Neji. je vais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Alors, heureusement que ces localisations au niveau de l'urtère et des... Sont rares. Sont très rares. Voilà. Elles sont très rares, heureusement. Mais ça existe, Alors, malheureusement. Oui, la localisation de préférentielle, c'est surtout les ovaires. C'est ce qui donne les kystes endométriosiques. Mhm. Au niveau des trompes, c'est ce qui va boucher les trompes et engendrer l'infertilité d'origine tubaire. Oui. Et puis, il y a aussi l'endométriose digestive sur le gros intestin qui peut aussi donner des complications digestives. Très bien. Alors, Voilà. quelle proportion de femmes est atteinte d'endométriose? Moi, j'ai trouvé comme chiffre une femme sur 10. Vous avez d'autres chiffres? Alors, une femme sur 10, ce sont les femmes chez qui on a fait le diagnostic. D'accord. C'est-à-dire qui ont eu des examens complémentaires, on va en parler tout à l'heure, et chez qui on a retenu le diagnostic d'endométriose. Mais ce chiffre, il est bien en deçà. Le chiffre réel. Voilà, du chiffre réel, de l'impact réel de la maladie, de l'incidence réelle de la maladie, parce qu'un très grand nombre N'ont pas été diagnostiqués. n'ont pas été diagnostiqués ou que la maladie était silencieuse. Souvent, on fait le diagnostic, par exemple, lors d'une césarienne, ou c'est-à-dire... Qu'on vient vous consulter pour infertilité. Voilà. Absolument. Tout à Voilà. fait. Dans vos services respectifs, puisque vous êtes tous les trois hospitalo-universitaires, est-ce que vous rencontrez beaucoup de cas? Est-ce que vous diagnostiquez beaucoup de cas d'endométriose? Alors oui, on fait le diagnostic souvent parce qu'on suspecte plus la maladie. On D'accord. connaît plus la maladie et même les femmes, elles sont conscientes de l'existence de cette maladie et donc on va vraiment chercher ce diagnostic. Ensuite, les services universitaires sont en général des services de référence, donc c'est là où on fait donc le plus de diagnostics de cette pathologie. Le fait de la médiatiser par l'intermédiaire notamment de la journée mondiale fait que ce sont des sujets qui ne sont plus tabous, donc on en parle. Donc voilà, les femmes viennent vers vous, posent des questions. Lorsqu'il y a un retard justement pour avoir un enfant, on se pose des questions. Lorsqu'il y a les douleurs qui sont là, on sait que c'est asymptomatique, il faut le dire, c'est ça qui est important aussi. Oui, absolument. C'est le but de ce genre de journée, de sensibilisation. Et je pense que le message clé à passer, c'est de consulter, de ne pas banaliser ces douleurs lors de l'adolescence, surtout au niveau lors de l'adolescence, lorsqu'elles sont là. Ne pas banaliser, lorsqu'elles sont handicapantes, aller consulter pour essayer un tant soit peu de poser le diagnostic à temps. Parce qu'on le verra, c'est important de poser ce Très diagnostic Très précocement. Mais moi, j'aimerais revenir sur les causes. Quelle est l'origine de l'endométriose? On expliquait comment ça fonctionnait, mais on ne connaît pas vraiment les causes jusqu'à présent. Il y a des facteurs de risque peut-être? Oui, c'est une maladie multifactorielle. Mhm. On ne sait pas si c'est les hormones, si c'est la génétique, si c'est tous ces Le facteurs. système immunitaire. L'immunitaire, l'environnement. On ne sait pas pourquoi certaines patientes font une endométriose et d'autres pas. La théorie qui est la plus retenue, c'est la théorie du reflux tubaire, c'est-à-dire que le sang ne sort pas en entier. Il y a une petite quantité de sang, mais il y a des débris de l'endomètre, ce qu'on disait tout à l'heure, qui vont refluer via les trompes. Mais même chose, on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi. Pourquoi certaines jeunes filles le font et d'autres pas. Est-ce qu'il y a une population cible des personnes à risque particulièrement? Si dans la famille, si la maman était atteinte d'endométriose, il paraît qu'il y a eu plus des cas de familiaux. malchance. Il y a eu des cas familiaux qui ont été rapportés. Il y a la théorie génétique et héréditaire, probablement, mais entre autres étiologies, entre autres causes. Alors on revient sur les symptômes, si vous le voulez bien. On va de nouveau les décrire en rappelant que parfois ça peut être asymptomatique. Professeur Shiraz El-Fqih. Alors c'est souvent asymptomatique. C'est souvent asymptomatique, mais on a deux maîtres symptômes, si on veut, ou alors des situations qui amènent les gens à consulter. C'est essentiellement les douleurs, on en a parlé. L'infertilité, ce sont les deux causes en fait qui amènent les patientes à consulter. Alors les douleurs, on va en parler beaucoup parce qu'elles sont vraiment parfois handicapantes. Alors ces douleurs, on a l'habitude donc de les classer en 5D si on peut dire. Alors c'est les douleurs essentiellement les dysménorrhées, les douleurs donc au moment des règles. Alors il faut savoir que les douleurs au moment des règles, ce n'est pas un symptôme qui est très fréquent. C'est tombé dans la banalité parfois, malheureusement. Voilà. Pas pour celle qui le vit, mais... Oui, ça tombe dans la banalité, mais justement, il faut, lorsque ces douleurs sont très intenses, lorsque ces douleurs vont
en intensité, augmenter en intensité avec l'âge. Lorsque ces douleurs apparaissent, en général le 2e, le 3e jour des règles, ça doit attirer l'attention et donc on doit consulter donc pour ça. Il y a les douleurs au moment des rapports sexuels, c'est ce qu'on appelle les dyspareunies. C'est le 2e D. C'est le 2e D. D'accord. Ces dyspareunies, en général, elles sont profondes parce que, comme on a dit, ça se passe à l'intérieur Tout à fait. Du ventre et il y a justement ces accolements, il y a cette inflammation et donc qui rendent les rapports sexuels douloureux. Donc ça aussi, c'est un signe qui est très très important et donc ça doit amener aussi à consulter. 3e D. Le 3e D, c'est les douleurs lors de la défécation, lorsqu'il y a une atteinte du gros intestin ou alors du rectum. Il y a des douleurs lors des mictions. C'est ce qu'on appelle des dysuries parfois, c'est des difficultés ou alors des douleurs donc, lors des mictions. Et parfois, on a des douleurs qui sont indépendantes des règles. C'est ce qu'on appelle les douleurs pelviennes. Et ce sont des douleurs qui sont parfois capricieuses et parfois très très intenses, voire handicapantes. Et c'est là où les choses vont être un petit peu embêtantes pour la patiente et ce qui doit amener à consulter. Ça me fait mal, si mal, ça me fait mal, si mal. Alors il y a d'autres symptômes, en plus des douleurs, de la fatigue. Des conséquences psychologiques. Oui, justement. Il y a, à part les douleurs, il y a l'infertilité aussi. L'infertilité, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être fataliste, ni vis-à-vis des douleurs, ni vis-à-vis de l'infertilité. C'est donc, clair. Voilà, donc il faut chercher une cause et puis les solutions existent. Donc il n'y a pas vraiment lieu à être fataliste et à prendre son mal en patience parce que la patience, souvent, donc elle va être dépassée. Donc, d'autres ces symptômes, oui. professeur Khaledni ? Oui, c'est d'autres symptômes qui sont beaucoup plus rares. On a parlé tout à l'heure des localisations un peu rarissimes de l'endométriose, en l'occurrence dans la vessie ou dans le gros intestin. On peut avoir parfois des traces de sang dans les urines, des traces de sang dans les selles et parfois des saignements entre les règles, les spottings, c'est classique. Donc de toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui nous paraît inhabituel, ou voilà, il ne faut pas s'habituer à certaines choses. C'est ça aussi qui est important, parce que certaines femmes, pour elles, elles ont mal, c'est habituel, elles sont nées comme ça, c'est la fatalité. Voilà. Non, il faut aller consulter, il faut poser des questions. Oui, justement. Et en parlant justement des localisations un petit peu inhabituelles, à part les douleurs, à part l'infertilité, il y a des localisations qui sont parfois très très loin de l'utérus, très très loin du ventre. Il paraît que ça peut toucher le poumon. Oui, ça peut toucher le poumon, ça peut toucher le cerveau, ça peut toucher la muqueuse nasale. Ah bon ? Les yeux, oui. Et donc c'est des cellules, on dit que c'est des théories une migration de cellules. D'ailleurs, c'est des femmes qui, lors des règles, vont saigner aussi du nez. Mais c'est très rare, dites-moi. Oui, mais c'est exceptionnel. C'est anecdotique. C'est exceptionnel. D'accord. Alors justement le dénominateur commun de ces localisations, c'est justement ce qu'on appelle la recrudescence cataméniale, c'est-à-dire que ce sont des saignements ou des douleurs qui vont accompagner les règles. D'accord. L'horaire des règles. Et donc, on a l'impression que ça n'a pas de rapport, et finalement... Oui, mais les femmes, elles rapportent exactement cette chronologie donc, de la recrudescence des douleurs. Parfois, on a des zones bleutées. C'est-à-dire ? Des zones bleues au niveau de la peau, au niveau d'accord. de certaines cicatrices, comme les cicatrices de césarienne, les cicatrices d'épisiotomie lorsqu'on a accouché donc, par les voies naturelles. Parfois, il y a des localisations au niveau de l'ombilic, c'est le nombril. Et ce sont des lésions qui vont être de plus en plus visibles. Parfois, ça va saigner un petit peu et ça va être concomitant avec les règles. D'accord. C'est récurrent, ça va revenir. C'est récurrent, c'est tous les mois. Et ça, les patientes, elles le rapportent vraiment d'une manière très très claire. On voit bien que les symptômes peuvent être variés, que parfois la maladie, vous l'avez dit, peut rester asymptomatique. Tous ces facteurs font que le diagnostic est difficile à établir. Alors on fait le point, si vous le voulez bien, sur la manière dont est diagnostiquée cette maladie. Comment est-ce qu'on établit aujourd'hui le diagnostic de l'endométriose, professeur Meshal Morali ? Le diagnostic est avant tout clinique. Il faudra y penser, il faudra poser les bonnes questions. Il ne faudra pas banaliser les douleurs si c'est des douleurs... Là, vous vous adressez aussi à vos confrères, hein ? Oui. Il faudra y penser. Si c'est des douleurs qui surviennent secondairement dans la vie, si elles sont tardives par rapport au début des règles, c'est des douleurs qui sont typiques. Mais il faudra y penser à chaque fois qu'on a des douleurs qui s'installent, qui deviennent importantes, invalidantes,
que l'on a la patiente au lit, il ne faut pas les banaliser, il faudra explorer. Après, l'examen clinique peut aussi apporter quelques signes qui peuvent orienter. Quand on a dit il y a des accolements, etc., qui peuvent rendre l'examen douloureux, on réveille des douleurs à l'examen, au toucher vaginal, quand on mobilise l'utérus, etc. Et c'est surtout l'imagerie qui va vraiment nous explorer le pelvis bien comme il faut. Et bien sûr, la prolongation de l'examen, c'est surtout l'échographie. L'échographie servira à voir par exemple les kystes endométriosiques, les kystes ovariens faits d'endométriose. Et c'est des aspects qui, quand on les connaît bien, sont relativement faciles à identifier. Voilà, parce Après, que les symptômes décrits sont semblables à ceux observés lorsqu'il y a présence justement de kystes ovariens. Donc comment poser un diagnostic sûr? l'échographie aide souvent dans des mains expertes, c'est-à-dire que malheureusement il faudra une certaine expertise par rapport à l'échographie. C'est opérateur dépendant et il faut que celui qui fait l'écho soit un peu rompu à cette technique, qu'il connaisse l'image, l'aspect pathologie typique de l'écho et qu'il oriente vers d'autres explorations. Donc la première intention, c'est l'échographie pelvienne. Elle rend énormément de services et elle permet d'éliminer beaucoup de choses en tout cas. Bien sûr, il faudra éliminer d'autres pathologies et par exemple pour le kyste endométriosique, l'échographie est très performante. Pour le reste, il faudra passer à d'autres explorations un peu plus poussées et on parle souvent d'IRM pelvienne. L'IRM pelvienne, elle pourra voir des lésions plus discrètes, surtout sur le péritoine, ou des lésions profondes sur le digestif. Donc l'IRM pelvienne, elle pourra compléter la première exploration faite par l'échographie. Et bien sûr, si le diagnostic est vraiment suspecté, je dirais particulièrement suspecté, il faudra passer à une exploration endoscopique. Souvent, on a recours à une célioscopie pour voir, je dirais, directement les lésions endométriosiques et les biopsier et les traiter éventuellement. Célioscopie, professeur Shiraz Alfri? Oui, en fait, ça reste vraiment l'examen de référence. Et c'est à travers cet examen qu'on va faire le diagnostic. Alors, je voulais juste insister que ce n'est pas une maladie qui est grave, mais c'est une maladie. On doit faire le diagnostic à travers son impact et la gène, donc au niveau de la vie quotidienne. Par rapport à l'impact, à la gène, aux problèmes de fertilité, c'est grave pour la femme qui vit avec ça. Oui, mais c'est pas le pronostic vital qui est mis en jeu, on est d'accord, tout à fait. Et heureusement qu'il y a un grand nombre quand même de patientes où cette pathologie est asymptomatique. Oui. Donc il ne s'agit pas et qu'il y a, on va le voir, beaucoup de patientes avec endométriose qui arrivent à concevoir et avoir des enfants. Des enfants, exactement. Dieu merci, ça c'est grâce à la science aussi, on va y revenir. Exactement. Alors, pourquoi on dit que la plupart des patientes attendront entre 6 et 10 ans avant le bon diagnostic et quel est l'enjeu d'un diagnostic précoce, professeur Khalneji? On parlait tout à l'heure de phénomènes de banalisation de ces douleurs. Oui. Dans notre culture, dans nos convictions, une fille, le destin d'une jeune fille, c'est de souffrir lorsqu'elle voit ses règles, maktoub. Donc déjà, à partir de là, on a tendance à banaliser ce signe. Maintenant, c'est vrai qu'on ne va pas consulter lorsqu'il s'agit de petites douleurs, de dysménorrhées, comme tout à l'heure disait Shiraz, qui sont tout à fait supportables. Mais lorsque on passe à un stade de douleur invalidante, les choses changent. Et là, il va falloir suspecter ce diagnostic parce que justement, ça peut engendrer les complications qu'on a décrites tout à l'heure et surtout, ça peut engendrer ces jeunes filles-là une infertilité. Oui, parce qu'on voit des jeunes filles, des jeunes femmes qui, régulièrement, comme cela, une fois par mois, sont alitées, vont garder le lit tellement elles souffrent et à la limite, autour d'elles, l'entourage, non, mais même s'en moque un petit peu, elle est doudouille, c'est pas possible, voilà, elle exagère et finalement, il se peut que certaines exagèrent, mais il se peut qu'elles souffrent réellement, que ce soit atroce comme douleur. Alors justement, cette maladie, elle est vécue, il y a ce qu'on appelle une susceptibilité individuelle, c'est-à-dire chaque patiente, elle vit sa maladie d'une manière qui lui est propre. Mais son impact, c'est un impact qui peut être important sur la qualité de vie. Tout à fait. Sur la psychologie. Et il y a des femmes, statistiquement, il y a 2 fois plus de dépression chez les femmes qui sont atteintes d'endométriose parce que ce sont des femmes qui ont tout le temps mal. Et on sait que la douleur, ça épuise. Ça épuise. Et elle a un impact très très péjoratif sur l'état psychologique. Il y a des femmes qui sont complètement retirées. Il y a une vie sociale donc, qui est atteinte. Il y a une vie de couple qui est atteinte. Ça mérite quand même que la pathologie soit connue et soit traitée. Aux femmes,
debout, debout depuis l'éternité des larmes, quand moi je suis presque à genoux. Professeur Khaled Neji, pourquoi l'importance du diagnostic précoce ? Le diagnostic précoce va servir surtout pour diagnostiquer cette maladie chez les filles célibataires, parce que elles peuvent voir les jeunes filles, les jeunes femmes. Oui, c'est ça, donc leur pronostic de fertilité ultérieure qui est compromis. On a vu tout à l'heure que Et cette là, endométriose... vous allez pouvoir agir, vous autres médecins ? Probablement pas à cet âge-là, probablement en prescrivant un certain traitement qu'on va définir tout à l'heure pour arrêter un peu l'évolution de la maladie. Probablement ça, oui, Et certainement. puis peut-être pour prendre des précautions lorsqu'elles voudront procréer Absolument. et tout, voilà, pour pouvoir justement passer par l'assistance médicale à la procréation. C'est ça. On y reviendra. Professeur Meshal Mourali, vous voulez rajouter quelque chose ? Juste, je voulais dire qu'il y a des moyens de ralentir la progression et l'évolution de la pathologie. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc éventuellement, chez les jeunes filles, les filles célibataires, on peut éventuellement bloquer un peu la maladie, le temps qu'on ait un projet de naissance ou de grossesse. Donc éventuellement, si on attaque cette pathologie tôt dans son évolution, on peut ralentir les effets et les complications de cette pathologie et après pouvoir faire des choses assez intéressantes quant au projet de naissance. Alors comment va se faire la prise en charge ? Quels sont les types de traitements pour lutter contre l'endométriose ? Oui, donc le traitement, on a grosso modo 3 grandes familles de 3 grosses rubriques. Il y a les traitements à base d'hormones, les traitements D'accord. hormonaux, c'est ce que disait tout à l'heure Meshal. Donc on peut prescrire du moins ces adolescentes, si les symptômes sont très importants, une pilule qui va bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire parce qu'on sait que ces lésions se nourrissent et sont sollicitées par les hormones. Donc si on va bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire, on va pouvoir peut-être réduire les effets de ces hormones. C'est important de donner cette hormone-là pour stopper un peu l'évolutivité de la maladie. Déjà. Alors maintenant, il y a aussi le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il y a certaines situations là où on n'a pas le choix que d'opérer, surtout lorsqu'il y a ces gros kystes qu'on appelle endométrium ou kyste endométriosique. C'est des gros kystes qui sont remplis de sang vieilli, c'est le sang des règles si vous voulez, et qu'on est obligé d'opérer pour améliorer le pronostic ultérieur de fertilité de ces patientes-là. D'accord, et là vous opérez comment ? Sous célioscopie ? Vous faites ça comment ? Alors oui, l'idéal serait d'opérer ces patientes-là sous célioscopie si c'est faisable. Parfois c'est pas toujours faisable. La célioscopie quand même reste un standard, un standard thérapeutique. Il ne faut pas avoir peur lorsqu'on va proposer une célioscopie, parce que la célioscopie, en fait, c'est une caméra qu'on introduit à l'intérieur du ventre et on va voir... Il y a beaucoup de choses qui se font par célioscopie maintenant. Exactement. C'est ce qu'on appelle un petit peu une chirurgie à ventre fermé, mais plutôt une exploration à ventre fermé. Donc c'est à travers une caméra. On va faire vraiment un tour d'horizon au niveau de tout le ventre, de tout le pelvis, et à certaines zones comme les ovaires, comme certains ligaments au niveau de l'utérus. On va faire le diagnostic visuellement. On va reconnaître, ce sont ces taches bleutées, justement ces fameuses taches bleutées, rougeâtres, un saignement donc, qui est présent. On va pouvoir également faire ce qu'on appelle des biopsies, c'est-à-dire des prélèvements qu'on va analyser, et c'est ce qui va justement faire le diagnostic proprement dit de la maladie. Et donc un autre acte avec la célioscopie, puisqu'on parlait des traitements chirurgicaux. C'est dans le même temps, voilà. En général, c'est dans le même temps. En fait, cette célioscopie va avoir 3 vertus. Donc elle a des vertus diagnostiques, comme disait Chielas tout à l'heure, des vertus thérapeutiques. On va pouvoir opérer et traiter dans le même temps opératoire, toujours par célioscopie. Et puis ça va nous donner une idée sur le pronostic de cette maladie. Est-ce que les lésions sont assez avancées ? Est-ce qu'on est à un stade précoce ou à un stade tardif de la maladie, pour pouvoir adapter par la suite un traitement peut-être hormonal en post-opératoire. Professeur Meshal Mourali, on parle de traitements chirurgicaux, mais de chirurgie conservatrice ou de chirurgie radicale. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il faudra surtout insister sur le fait que la chirurgie
peut ne pas être suffisante et efficace, qu'il y a malheureusement un risque de récidive. Pour plusieurs raisons, on peut avoir une regreffe endométriale en dehors de l'utérus. C'est-à-dire quand vous allez opérer, vous allez faire quoi en fait ? En fait, on va essayer de détruire ces lésions-là, que ce soit en les coagulant tout simplement, quand c'est des petites lésions, ou en enlevant à l'électricité bipolaire, on appelle ça communément aussi au laser. Et la destruction peut ne pas être, je dirais, 100% efficace ou entière, et c'est pour ça qu'on peut avoir des récidives. On peut enlever le kyste endométriosique, et là aussi, des fois, il y a toujours un petit risque, on laisse un petit fragment qui va se redévelopper, etc. Et c'est pour ça que actuellement, oui pour la chirurgie, mais pas que la chirurgie. On peut, je dirais, en tout cas, il ne faut pas s'acharner à faire des chirurgies particulièrement, je dirais, poussées parce que... Ou lourdes, parce que j'ai entendu parler de chirurgie radicale comme l'hystérectomie, là. Je pense sincèrement que l'hystérectomie ne résout pas... Elle ne garantit pas la disparition définitive ne garantit pas. Oui. Peut-être que la patiente sera guérie avec la ménopause. La ménopause guérit souvent de l'endométriose. Ou c'est une ménopause qui est un peu iatrogène, qui est un peu artificielle. On peut donner des produits qui miment un peu la ménopause. Et là, ça va largement soulager les patients. Donc je retiens ce que vous venez de dire, la professeure Machal Moral, et qu'on peut guérir de l'endométriose, dans certains cas, mais qu'il peut y avoir des récidives. Alors quelle est la fréquence des récidives de l'endométriose et comment les éviter ? On ne sait pas comment les éviter, c'est vrai que nous ne sommes pas particulièrement... C'est une maladie qui est connue volontiers récidivante. Oui. Donner un chiffre, c'est le récidive assez souvent. Maintenant, il y a aussi des moyens de prévention. Si par la pilule, par exemple, qu'on a détaillé tout à l'heure, je pense que... Il faudra vraiment vanter les mérites de la pilule parce qu'elle est souvent décriée, on associe souvent un risque de pathologie autre, etc. En fait, elle a certains bienfaits, entre autres diminuer le risque des douleurs des dysménorrhées qu'on a dit, les grossesses et les grossesses extra-utérines, l'anémie et aussi freiner un peu l'endométriose. Donc, que ce soit pour les pilules ostroprogestatives ou ce soit pour le traitement progestatif aussi, qui peut être intéressant et à ralentir l'effet de l'endométriose. J'aimerais qu'on revienne sur le fait que l'endométriose peut causer des problèmes d'infertilité pour les femmes touchées. Est-ce qu'il existe des solutions pour les aider à concrétiser leur désir d'enfant ? Professeur Shiraz El-Fri. Heureusement qu'il y a souvent des solutions. Comme on a dit, cette maladie peut atteindre les différents organes donc du pelvis, comme ça peut atteindre les ovaires. Et donc ça va diminuer un petit peu le pouvoir procréatif donc, des patientes. Ça va atteindre également les trompes. Et on sait que c'est vraiment le canal par où passent les cellules qui sont destinées donc, à la fécondation. Et donc, avec la célioscopie, avec le traitement, et surtout avec la procréation médicalement assistée. Vraiment, ça, c'est une solution qui donne de bons résultats. Qui donne d'excellents résultats. Encore faut-il que la maladie soit vraiment diagnostiquée tôt, parce que s'il y a une localisation ovarienne, ça va détruire de plus en plus avec les kystes, ça va détruire ce qu'on appelle le capital ovocytaire, c'est-à-dire le nombre de cellules donc, qui sont aptes à être fécondées. Et donc, avec la procréation médicalement assistée, c'est une solution donc, qui va être efficace. Maintenant, je vais juste mettre un bémol. Toutes les patientes ne sont pas candidates directement à une fécondation in vitro. Parfois, ça marche très très bien, juste après l'intervention, parfois après une petite insémination. Mais la fécondation in vitro est effectivement une arme thérapeutique, mais n'est pas du tout de premier recours. C'est-à-dire, elle n'est pas de premier recours. Enfin, assez souvent, on arrive à résoudre le problème après avoir opéré ces endométrioses-là. Surtout lorsqu'il ne s'agit pas d'endométriose très avancée. Moi, je vois que c'est quand même une pathologie assez délicate, assez compliquée, avec plein d'inconnus. Oui. Est-ce que, au sein de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique, vous organisez comme ça des symposiums, des journées scientifiques à l'intention des spécialistes, à l'intention des gynécologues, pour les sensibiliser à la chose ? Absolument. Ils sont rares les congrès actuellement, depuis quelques années, où l'endométriose n'est pas présente dans le programme scientifique de par le monde. Alors, particulièrement ici en Tunisie, on réserve une marge horaire assez conséquente pour parler d'endométriose aux confrères. Et puis, déjà, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, j'en ai parlé avec toi ici. Oui. Et ça, c'est à l'intention des messages pour les familles, pour les mamans de famille,
pour les pousser un peu à consulter précocement et puis les préparer peut-être à cette fameuse pilule qui peut nous permettre parfois de ralentir l'évolution de la maladie. Est-ce qu'il existe des moyens préventifs, des mesures préventives? J'ai entendu parler d'exercice physique ou bien d'alimentation, c'est vrai ou c'est de la littérature? Certains en parlent, et on parle de yoga, d'acupuncture. Apparemment, ça pourrait éventuellement influencer parce qu'on ne comprend pas pourquoi certaines personnes voient leurs cellules endométriales se greffer en dehors de la cavité utérine. Donc, il y a un peu de génétique, il y a peut-être un peu de psychologie, voilà, de bien-être, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui préconisent la relaxation, le yoga, l'acupuncture pour, entre parenthèses, ralentir. Ça reste toujours un traitement d'appoint, comme on dit. De toute façon, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Effectivement. Du coup, par rapport à l'endométriose, quelles seraient vos recommandations générales? Est-ce que vous auriez des conseils à l'intention de nos auditeurs et de nos auditrices en particulier? Professeur Shiraz El-Fri, je commence avec vous. Alors bien sûr, il faut observer un mode de vie, une hygiène de vie, une alimentation saine, pour arrêter de fumer et consulter tôt, consulter lorsqu'on a mal, consulter un gynécologue. Si on peut être orienté vers une autre consultation de psychologie ou de psychiatrie, de l'acupuncture, du yoga, de la relaxation, même si ça ne traite pas la maladie, mais ça aide à supporter les douleurs, ça aide à bien gérer la maladie et on ne peut le faire que tous ensemble. C'est une maladie qui se gère en groupe, à plusieurs, la femme, le mari, l'entourage familial et puis bien sûr l'équipe soignante, toute l'équipe soignante. Vos recommandations, professeur Macha Al-Mourali? Il faudra y penser, c'est un peu l'objectif de notre réunion ici, de la journée d'aujourd'hui. Donc il faut y penser à l'endométriose. À chaque fois que la patiente souffre, à chaque fois que la patiente est infertile, il faudra bien sûr y penser, proposer des explorations. Il y a des explorations qui ne sont pas très difficiles, en tout cas non invasives, l'échographie en première intention, voire l'IRM, penser à cette pathologie, la rechercher et la traiter relativement tôt. Je pense que ça, c'est une très très bonne idée. Des conseils à l'intention de nos auditeurs, professeur Khaled Neji? Oui, donc finalement, bon, moi je voudrais aussi rassurer aussi, on n'est pas dans le cadre de la maladie maligne, on ne l'a pas dit depuis le début, c'est pas le cancer, hein. C'est une endométriose qui va entraver, qui va empiéter sur la qualité de vie, donc la diagnostic est tôt, et là c'est le message pour les mamans, pour ne pas banaliser ce premier signe, ces dysménorrhées, ces douleurs importantes chez leur fille, et puis discuter, donc l'amener à consulter pour avoir un traitement à temps et éviter les complications potentielles de cette maladie. Fais pas ci, fais pas ça. Fais pas ci, fais pas ça. Des gestes à éviter en matière de santé. Et nous en arrivons à notre fais pas ci, fais pas ça. En tour de table, comme à chaque fois, je vais vous demander de tirer la sonnette d'alarme sur des habitudes à proscrire en matière de santé. Donc chacune d'entre vous, à tour de rôle, va dénoncer un mauvais geste, une attitude qui peut entraîner des conséquences graves pour la santé. La parole est à vous, professeur Shiraz El-Fri. Alors moi, mon coup de gueule, c'est par rapport à l'alimentation de la femme enceinte. Et on voit beaucoup d'anémie actuellement dans nos consultations. Donc j'encourage vraiment les femmes à consommer sain, à s'alimenter sain, à observer les consultations, toutes les consultations prénatales chez leur gynécologue, parce que c'est lui qui pourra les suivre de près. Et donc on pourra prévenir un très très grand nombre donc, de complications donc, qui vont survenir lors de l'accouchement. Et donc qui vont les aider à mieux vivre leur grossesse et la vivre sereinement donc, et d'une manière saine. Voilà, donc bien s'alimenter. Bien s'alimenter en qualité, non pas en quantité. Oui, en qualité. Il faut manger pour deux et non pas manger comme deux. Hein. Tout à fait. J'ai un autre coup de gueule par rapport à la banalisation des saignements après la ménopause. Il ne faut pas banaliser les saignements après la ménopause. On sait que la ménopause, c'est une absence de règles au moins durant 1 an. Et donc, s'il y a apparition ou réapparition de sang, il faut vraiment consulter à temps. Et on voit, là, on est parfois sur une pathologie maligne, une pathologie cancéreuse. Et donc, mieux on consulte tôt, mieux on a des résultats. Fais pas ci, fais pas ça. Professeur Macha Al-Mourali, votre fais pas ci, fais pas ça? Moi, mon coup de gueule concerne surtout l'inflation des taux de césarienne
en Tunisie. Je pense que c'est un fléau. Je comprends l'inquiétude et des malades et des médecins concernant le pronostic maternel et fœtal, les implications médico-légales, mais je rappelle que l'OMS propose un taux seulement de 15% de césarienne. Or, nous le dépassons largement en Tunisie. Ce taux-là garantit bien sûr et la sécurité des patientes et de leurs bébés et la prévention de complications qu'on voit maintenant de façon particulièrement fréquente, les complications et les implications des taux de césarienne. On voit des pathologies qu'on ne voyait pas avant, comme les grossesses sur cicatrices, les fameux placenta accreta, qui peuvent mettre en péril la santé de la mère et de l'enfant. Donc, il faudra peut-être rediscuter de ça sereinement, expliquer aux gens que, voilà, c'est pas parce qu'on a une implication ou un impact médico-légal qu'on va, je dirais, banaliser les indications de césarienne. Il faudra les poser à bon escient, discuter le pour et les contre, et je dirais prendre à bras le corps les risques des différentes indications. Il faudra relativiser ces indications. Professeur Khaled Neji, votre fais pas ci, fais pas ça. Alors mon fais pas ci, fais pas ça s'adresse aux femmes diabétiques. On sait tous que le diabète actuellement touche la femme de plus en plus jeune, donc forcément viendra un jour où elle tombe enceinte. Alors avant de tomber enceinte, avant de programmer une grossesse, ce serait très bien, il est fortement conseillé qu'elle aille équilibrer son diabète chez son diabétologue, chez son médecin traitant son diabète. Comme ça, on ne va pas encourir le risque tératogène aussi bien pour elle que pour son fœtus. Santé pour tous. Nous en arrivons au terme de cette émission. Elle sera rediffusée mardi matin. Je vous rappelle aussi que vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur notre page officielle. Merci donc à nos invités, le professeur Shiraz El-Fri, chef de service gynécologie obstétrique à l'hôpital Mahmoud Matri à l'Ariana, le professeur Khaled Neji, chef de service gynécologie obstétrique au centre de maternité Wassila Bourguiba de Tunis, past président de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique, la STGO. Et merci au professeur Mash'al Mourali, chef de service gynécologie obstétrique à l'hôpital de Bizerte, président de l'association des gynécologues obstétriciens de Bizerte. Merci à Lutfi Guedecha qui a assuré la prise de son. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine médical Santé pour tous. Et d'ici là, bonne santé à tous. Santé pour tous. Santé pour tous. Magazine médical, produit et présenté Par Denis Echeouch.